le focus, 10 astuces pour monteur, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. On a besoin, quand on est monteur, d'avoir une application pour noter des choses. Les idées, quand un client nous appelle, les numéros, les retouches à faire, les mails à prendre, etc. Il y en a certains qui le font sur téléphone, d'autres sur papier carrément, des petits post-it, d'autres sur une application de bureau. Et moi, je vous conseille une application de bureau. Pourquoi? Il n'y a rien de trop. Et rien de trop, c'est ce dont on a besoin en tant que monteur parce qu'on a besoin d'avoir un maximum de ressources disponibles pour notre logiciel de montage. On n'a vraiment pas besoin de lancer un logiciel d'écriture qui va pomper toutes nos performances de notre PC là et rien va partir dans le logiciel de montage. Non, nous on a besoin d'un truc qui soit simple, léger. Alors cette application, je vous conseille de l'épingler à votre barre d'outils pour pouvoir la sortir plus rapidement. Vous allez voir que c'est très fluide. À peine je clique dessus et elle est déjà lancée. Ici, la première fois que vous allez le lancer, il y a une nouvelle note qui va se créer automatiquement. Donc comment elle se caractérise cette note? Vous avez un endroit où écrire des choses. Vous avez ici une manière de le personnaliser avec du gras, de l'italique, etc. On a la possibilité d'insérer des images aussi. La possibilité de changer la couleur de la note pour s'organiser quand vous allez créer plusieurs notes. Vous allez peut-être avoir besoin de les différencier en fonction du type de note. Il faut savoir que les notes sont synchronisées en fait. Vous allez pouvoir les retrouver sur d'autres appareils, que ce soit Apple ou Android, via l'application OneNote. Donc lié à votre compte Outlook bien sûr. Vous pouvez voir que ça s'enregistre automatiquement, pas besoin de faire de CTRL-S, pas besoin de s'embêter avec ça. Ça c'est aussi un plus qu'on retient de cette application. On passe au deuxième point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tourner une vidéo en haute qualité avec des rushs en 4K, des choses bien propres, de la travailler sur votre logiciel de montage et quand vous l'exportez, vous vous rendez compte que la qualité est dégueulasse? Eh bien je vous présente cette option qui est peut-être la source de vos problèmes et dont j'ignorais l'existence lors de mes premiers exports. D'ailleurs je l'ai ignoré pendant un certain bout de temps avant de regarder les tutoriels à droite à gauche et de me rendre compte qu'en fait il existait le débit d'encodage. Et oui les amis, le débit d'encodage. Je suis en train de travailler sur le projet de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je vais venir définir un point d'entrée et un point de sortie. On a toujours besoin de ça pour se faire un export bien évidemment. Ici qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas dans fichier, on ne va pas dans exporter pour faire média, on fait CTRL-M les amis. Et oui, CTRL-M, voilà, ça va 10 fois plus vite. Mon format, je suis en H264, mettez-vous toujours comme ça si vous voulez faire par exemple un export pour YouTube, c'est le codec du MP4, donc c'est un peu la base, c'est un peu le classique. Dans la fenêtre vidéo, je vais descendre et ici, dans réglage du débit, on a tout ce qu'il nous faut pour régler la qualité de notre vidéo, régler le poids de notre vidéo, régler la vitesse d'exportation. Ces trois paramètres sont liés aux actions que vous allez avoir sur ces trois fenêtres. Donc cette première fenêtre ici, cette deuxième fenêtre là et cette troisième fenêtre ici. On va venir modifier tout ça en fonction de ce dont on a besoin. Est-ce que j'ai besoin de me faire un petit export rapide pour voir ce que j'ai fait, si l'effet que j'ai appliqué à ma vidéo il rend bien, ou est-ce que j'ai besoin de faire l'export final après que j'ai tout vérifié? Et ça c'est très important à savoir puisque plus vous allez demander une qualité maximale à votre ordinateur en termes d'export, plus il va prendre de temps. C'est deux choses différentes. Imaginons que j'ai vraiment besoin de me faire un tout petit truc pour vérifier. Je vais aller dans CBR et je vais reculer le débit cible vraiment au minimum et vous allez voir, regardez ce qui se passe en bas ici dans la taille de fichier estimée. La taille du fichier est en train de varier en fonction de la quantité de débit cible que vous lui proposez. Plus je l'augmente, plus la taille de fichier estimée est haute, plus la qualité est haute et plus le temps d'export sera haut. Donc qu'est-ce que je vous conseille par excellence? Je vous conseille aller un petit 4, CBR en 4 pour se faire un petit export pour regarder un truc rapidement, ok? Et maintenant si on veut se faire un export pour un client, quelque chose de vraiment très propre, l'export final, eh ben on va venir chercher VBR de passage et on va augmenter le débit cible au max. Et là vous voyez que la taille de mon fichier s'est multipliée par 10. Alors concrètement, quelle est la différence entre CBR, VBR? Tout ça, c'est des termes un peu compliqués. Je ne souhaite pas ici rentrer dans le détail. Je vais simplement vous donner les informations suivantes. Sachez que CBR, c'est un passage. VBR, un passage, c'est un passage. VBR, deux passages, c'est deux passages. Le deux passages, il est plus long que les deux premiers. Ça veut dire que votre logiciel va examiner deux fois votre vidéo pour éviter qu'il y ait des artefacts, des problèmes dedans. C'est donc plus sûr, c'est la méthode la plus longue, c'est la méthode qui garantit le plus de qualité. Maintenant, les gars, on en vient à une astuce de tryharder. Donc tout ce qui est débutant, amateur, vous me quittez cette vidéo, non je rigole. Restez là les amis. Pourquoi ça lag? L'écran il lag. On va binder Z pour cutter. Pourquoi? Parce que par défaut sur Premiere Pro, comment on cut? On cut avec CTRL K. Je suis en train de regarder le clavier en même temps, je me souviens même plus de mes raccourcis. CTRL K.
CTRL-K, on utilise CTRL-K pour cutter. Or, si je mets mon petit doigt sur CTRL et que je vais chercher avec mon pouce K, c'est une galère pas possible, c'est chiant. Vous allez me dire, oui, mais utilise ton pouce pour le contrôle de droite et comme ça, c'est moins compliqué. Écoute, bonhomme, moi je te conseille de bind Z. Du côté gauche du clavier, tu as les touches qui sont faites pour cutter. De base sur première, il y a Q et W par exemple. Donc, si on bind la touche pour cutter sur Z, et bah, on est tout simplement intelligent, on a réduit le temps de course entre les différentes touches du clavier. Et comment on la bind cette touche alors? Simplement dans notre logiciel, dans édition, il existe un tableau qui nous permet de changer les raccourcis clavier. Juste au-dessus de préférence, on clique dessus. Et là, donc on ouvre ce fameux tableau. On a le clavier au-dessus avec les raccourcis indiqués de manière graphique sur le clavier. Et juste en dessous, on a un moyen de les changer plus en détail. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller donc dans Applications. Le volet est déjà ouvert. Je vais aller dans Séquence. Je descends. Séquence, c'est un autre volet que je vais devoir ouvrir. Et juste ici, je vais descendre jusqu'à Ajouter une coupe qui est là. Pour changer la touche qui pour vous sera CTRL-K, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une coupe, comme je viens de le faire, puis de recliquer sur CTRL-K qui sera ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir appuyer sur votre touche Z pour bind votre touche de cut. Ok, écoutez bien cette transition audio. C'est pas sexy, hein. On n'aime pas ça, c'est pas beau, ça le fait pas, c'est pas pro, on peut pas laisser ça comme ça. Donc on va utiliser, tada, magie, les transitions audio. Tout le monde parle de transition vidéo, mais est-ce que vous parlez de transition audio? Et surtout quand votre client va l'écouter en haut-parleur, ça va s'entendre de fou. C'est le genre de petit bump, de petit crack qui fait grimacer tout le monde. La transition, on l'a donc sous les yeux, ce sont ces deux clips là que j'ai collés. Ce sont deux musiques en fait que j'utilise dans cette vidéo d'ailleurs. Et ici, ce qui va se passer, ce qui va nous intéresser, c'est le cut, c'est le moment où ces deux clips se rejoignent et c'est là qu'on entend ce petit grésillement. Alors c'est pas le changement de son qui nous pose problème, c'est vraiment ce petit grésillement. On sent que ça n'a pas sa place ici, quoi. Je vais vous présenter des transitions audio que vous allez pouvoir appliquer et là vous allez vraiment comprendre la différence. Donc dans votre tableau d'effets en haut à droite, vous allez pouvoir aller dans les effets, dans transition audio, fondu, croisé, et ici vous avez trois effets de transition qu'on va pouvoir venir appliquer. Pour moi c'est important de vous présenter ces trois effets parce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir essayer un, essayer l'autre, essayer le troisième, et c'est en bidouillant comme ça que vous allez trouver lequel vous convient le mieux. Bon, comment je procède moi pour appliquer des transitions audio? Je vous le dis, sur ces trois transitions-là, je n'ai pas de règles, méthode, application théorique dans lequel, dans telle situation, je vais appliquer telle transition. Il n'y a que trois transitions, donc vous pouvez les essayer une à une, les caler dessus et voir si vous arrivez à supprimer, donc l'objectif supprimer le problème, et puis que l'effet ne déforme pas la transition. Ce qui se passe avec le fondu exponentiel, c'est qu'on est donc à 100 de volume jusqu'ici, et quand on arrive au milieu de la transition ici, on descend à 0 pour pouvoir faire une transition propre. Donc c'est effectivement efficace, mais c'est pas l'effet que je recherche. Donc je vais essayer avec gain constant. Ici, on a un volume constant et le grésillement a été supprimé. Et puis, je vais même pouvoir moduler en fonction de la situation la longueur de cette transition ou la réduire. Par pitié, pour l'amour de Dieu, activez la sauvegarde automatique comme sur tous les logiciels de création. Quand vous faites CTRL S ou sauvegarde dans votre menu, eh bien vous allez sauvegarder votre fichier à un endroit. Et sur Premiere Pro, il existe la sauvegarde automatique. Votre PC il crash, vous supprimez plein de choses dans la timeline sans faire exprès et vous avancez, donc du coup vous pouvez plus faire CTRL Z et revenir en arrière, récupérer ce que vous avez perdu, supprimer sans faire exprès. Et bah c'est foutu parce que vous n'avez pas fait de sauvegarde automatique. Je vais vous montrer comment faire. Bon, vous connaissez la chanson, je suis sur le logiciel, je vais où? Je vais dans Préférences, Édition, Préférences. Et ici, je vais aller dans Enregistrement automatique. On ne peut pas le louper. Et c'est ici que tout va se régler concernant l'enregistrement automatique. Donc déjà, première chose, on active l'enregistrement automatique des projets, bien sûr. Et ici, je vais tout simplement vous conseiller de copier les paramètres que j'ai inscrits. C'est les paramètres avec lesquels je travaille depuis un bon moment déjà, et ils font très bien le taf. Mais la sauvegarde automatique, c'est vraiment essentiel, surtout si vous commencez à travailler sur des projets qui sont lourds, parce que donc il y a plus de chances de crash, et sur des projets plus longs, parce que forcément, à un moment donné, Premiere Pro va crash. Pourquoi je vois personne travailler avec des libellés? Les gars, sur Premiere Pro, les libellés, c'est super pratique. Moi, je les utilise tout le temps. Je prends encore l'exemple du clip making. Ce que j'aime bien faire quand je reçois une musique, c'est créer les timestamps pour pouvoir bien m'organiser, bien comprendre la musique, et comment je vais pouvoir monter par-dessus pour pouvoir par la suite créer mes libellés justement dans mon logiciel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans une musique, il y a couplet, refrain, pré-refrain, pont, il y a toutes ces choses-là. Je vais analyser la musique et je vais inscrire les périodes de temps pendant lesquelles se passe le refrain. Par exemple, de 30 secondes à 1 minute, on a le premier refrain. Ensuite, de 1 minute à 1 minute 20, on a un couplet, etc., etc. Je m'organise comme ça. Tout ça, c'est dans un petit fichier texte.
Ensuite, quand j'arrive sur mon logiciel Premiere Pro, j'importe ma musique et de là, je vais pouvoir créer des libellés pour indiquer selon les codes de temps donc, que j'ai inscrits dans mon texte, mon fichier texte. Je vais pouvoir me référer là-dessus pour me créer des libellés et les étirer sur la période, sur la longueur qui est nécessaire. Alors bien sûr, je change la couleur pour m'organiser, par exemple rouge pour les refrains, et vous pouvez voir que dans Premiere Pro, quand vous écrivez un titre de libellé, il s'affiche sur le libellé et vraiment c'est pratique pour s'organiser. En plus, il y a un petit côté aimant sur votre curseur quand vous vous baladez au-dessus, vous allez pouvoir retourner au début de chaque partie individuellement. Encore une mesure de protection, les enfants, protégez-vous, c'est important, toujours une sauvegarde sur un deuxième disque. Je vous donne un exemple très concret qui me concerne. Je travaille sur un clip, j'ouvre le projet Premiere, donc sur mon disque principal sur lequel j'ai l'habitude de travailler, et je me rends compte que des fichiers sont corrompus. Comment je fais? Comment je vais prendre ces rushs? En fait, je vais regarder dans les fichiers, donc de mon disque principal toujours où sont mes rushs, et je me rends compte que c'est les fichiers donc à la source qui sont corrompus. Donc je suis dans la merde si j'ai pas fait de sauvegarde sur un autre disque au préalable. Sur un deuxième disque, j'ai enregistré une copie des rushs de mon projet pour être certain de ne pas être confronté à ce problème-là. Et bonus, si vous êtes assez malin pour, au fur et à mesure de l'avancée de votre travail sur votre projet de montage, de faire une copie de ce projet donc de Premiere sur votre deuxième disque pour être sûr de ne pas le perdre si jamais vous avez un problème avec votre projet Premiere sur votre disque principal. 8e point, chronométrez-vous. Il y a deux choses dont j'aimerais parler à propos du temps. La première chose, c'est compartimenter votre travail. Quand vous allez commencer un montage, estimez le temps que vous allez passer à faire telle tâche. Deuxième chose, ça va vous permettre, quand vous allez avoir affaire à vos premiers clients, d'estimer votre temps de travail et donc d'estimer le prix que vous allez leur facturer. Imaginons qu'il y a un client qui arrive pour vous demander de la synchro de rush pendant un concert. Si vous avez déjà travaillé sur un projet similaire au préalable et que vous avez estimé votre temps, que vous avez compris un peu à quelle vitesse vous travaillez, vous allez pouvoir lui donner un prix sereinement en étant sûr de travailler le temps que vous lui faites payer. Comme vous le savez déjà, il est conseillé de porter une grande attention à sa posture lorsqu'on travaille sur ordinateur. Une mauvaise position peut entraîner une scoliose et des mal de dos. Et j'imagine qu'à l'instant où je vous parle, vous êtes en train de lentement vous redresser pour avoir une bonne position, mais croyez-moi, il n'y a pas que ça à faire sur notre corps si on veut en prendre soin lorsqu'on est en train de travailler sur notre ordinateur. Alors comment remédier à tout ça? Pour avoir une bonne posture, il faut que vos 23 vertèbres soient alignées, vues de face et vues de dos. Donc pas se pencher sur le côté, pas s'affaler sur son coude lorsqu'on monte. Et si on prend une vue de côté, elle doit avoir 3 courbes. Une au niveau du cou, une au niveau des épaules et une au niveau du bas du dos. Ça, ce sont des courbes naturelles qui apparaissent dans nos premières années de vie, mises en place par notre corps pour s'adapter à ses besoins naturels, à ses mouvements naturels comme la marche et aux forces qui lui imposent des contraintes comme la gravité. Mais il n'y a pas que le dos qui nécessite une attention particulière. Notre cou, il doit être tenu à la verticale, bien droit, nos épaules doivent être relâchées, donc nos bras posés dans un angle de 90 degrés si on prend le coude par rapport à la table pour que nos poignets soient bien reposés sans qu'ils soient cassés. Et le meilleur plan pour ça, c'est d'avoir des bras de fauteuil, chose que je n'ai pas, qui s'alignent parfaitement avec la hauteur de votre table pour que vos bras soient posés dans un angle parfait et soutenu. Au niveau des jambes, c'est comme les bras, il faut que votre articulation, le genou, soit maintenu en angle droit et que vos pieds touchent le sol. De la même manière, c'est important de faire des pauses, de se lever de temps en temps. Comme on s'impose une posture de travail rigide, votre corps vous remerciera de vous lever, de vous balader, de marcher un peu. Je ne prendrai pas la responsabilité ici de vous donner une routine d'étirement à faire. En revanche, il en existe des centaines sur YouTube, donc pas besoin de chercher loin, seulement essayez d'éviter celles qui vous préconisent des étirements assis. Vous avez l'opportunité de vous lever pour aller faire des étirements, donc ne les faites pas assis sur votre chaise parce qu'on essaie d'allier en fait le fait de se lever et de faire passer du sang dans les jambes, de marcher un peu, de regarder autre chose. N'oubliez pas les gars, c'est beaucoup plus rare de croiser un jeune qui a envie de prendre soin de son corps au détriment de son temps de travail que de croiser un vieux qui regrette pas de ne pas avoir pris le temps de prendre soin de son corps. Vous me suivez ou pas? C'est moi qui l'ai écrite celle-là, faut me mentionner. Donc c'est tiré tous les 20 minutes, c'est un truc de gigachat. Et enfin, pour conclure ce tutoriel incroyable, je vous propose une astuce qui va vous faire gagner du temps. Imaginez, vous commencez à vous spécialiser dans un domaine. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir anticiper, gagner du temps. Donc on va créer un template de dossiers qu'on va utiliser quand on va partir sur un nouveau projet. C'est-à-dire, je prends l'exemple du clip making. On va se faire un dossier avec dedans un dossier pour les rushs, un dossier pour le storyboard, un dossier pour le script, un dossier pour la note d'intention, un dossier pour la musique, un dossier pour les timestamps, etc., etc. Je peux rajouter plein de dossiers. C'est en fonction de votre niveau de réalisation, on va dire, que vous allez pouvoir le compléter. Cette vidéo, elle est terminée, mais surtout, ne mets pas de like si tu n'as rien appris. Moi, je veux que les gens repartent de mes vidéos en ayant appris des choses. Donc, si peu de monde like cette vidéo, c'est que j'ai merdé, que le contenu que je fais n'est pas intéressant, et à partir de là, je me remets en question. Dis-moi ce que tu veux voir dans les prochaines vidéos, ce qui t'intéresserait comme sujet, des choses que tu n'as pas compris, des choses que tu aimerais aborder. Moi, je suis là pour t'aider, donc n'hésite pas, dis-moi tout ça en commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!